Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous accueillir en ce mercredi 24 juillet. Voici tout de suite le sommaire. Une maison troglodyte aux airs de laboratoire environnemental. Nous vous proposerons un tour d'horizon de cette pépite architecturale. Faire du golf pour la bonne cause et sur l'eau, c'est l'aspect original de ces soirées proposées tout au long de l'été dans ce restaurant de bord de mer. Le moche ou comment les dictats de la beauté influencent notre société. C'était le sujet de la pièce proposée mardi au théâtre du Fort-Antoine. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invitée de la semaine, la talentueuse Alessandra Tognoloni de la compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Elle interprétera la mégère apprivoisée à partir de vendredi au Grimaldi Forum. Je vous en parlais en titre, je vous propose pour débuter ce journal une visite au sein de la villa troglodyte. Ce bâtiment vient d'éclore du côté du jardin exotique et il est un véritable modèle dans le domaine des constructions vertes. Plus d'explications dans ce reportage. Elle intrigue les passants et le voisinage. Cette construction atypique est située dans le quartier du jardin exotique. Outre le défi architectural, la villa troglodyte souhaite répondre aux enjeux environnementaux actuels et propose un nouveau rapport à l'habitat de demain. Elle a été pensée comme un véritable laboratoire environnemental. Elle est le premier bâtiment en principauté à obtenir le niveau or de la certification bâtiment durable méditerranéen. La première contrainte était de respecter le paysage et la biodiversité du lieu, tout en créant donc une architecture atypique et innovante, puisqu'on a véritablement inséré une maison dans un rocher, donc ce qui était l'idée de l'architecte Jean-Pierre Lotte. Lors des terrassements à l'époque, en fait, toutes les espèces avaient été prélevées et ont été conservées donc, chez un paysagiste pendant plus d'1 an et demi. Et du coup, on a tout replanté donc avant la livraison de l'opération. Et voilà, donc tout ce que vous voyez, alors il y a beaucoup d'espèces qui ont été replantées, il y en a beaucoup d'autres nouvelles. Mais c'est ce qui fait qu'on peut dire qu'on a essayé de préserver le paysage au maximum. La maison s'inscrit ainsi dans le paysage existant. On y entre par une faille et la passerelle nous mène en surplomb d'un lac souterrain, l'impressionnante piscine intérieure. 5 niveaux sont desservis par un ascenseur de verre. Un puits de lumière transperce la demeure jusqu'au sous-sol. Associé au plancher de verre, ils permettent de laisser entrer la lumière naturelle. De nombreuses technologies et des matériaux innovants ont été employés ici pour réduire l'impact sur l'environnement, mais proposer également un grand confort et un important standing pour ses futurs acquéreurs. Cette villa, elle bénéficie de 3 labels. Bâtiment durable méditerranéen, qui est le label, on va dire entre guillemets, local. Le label BREEAM, niveau excellent, qui est un label anglo-saxon, donc international, qui permet de confirmer que notre démarche elle n'est pas isolée et que vraiment elle est adaptée à plein de configurations. Et le label EFInergie+. En fait, ce label, il est obtenu déjà en premier lieu par l'isolation de la maison. Donc, je reviens sur le liège. C'est un matériau qui nous permet d'atteindre de bonnes performances thermiques. Le triple vitrage apporte aussi une bonne isolation, une bonne étanchéité à l'air. Mais en plus de ça, la technologie nous permet d'atteindre encore ces niveaux performants grâce aux panneaux photovoltaïques qui sont installés en toiture, qu'on a réussi à faire installer en autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie qui est produite par les panneaux photovoltaïques qui sont en toiture est réinjectée directement dans la villa. Géothermie, énergie solaire, traitement et recyclage des eaux grises. Cette villa est un exemple aujourd'hui en principauté qui a su allier luxe et préservation de l'environnement. Si c'est la première en son genre, il faut espérer qu'elle donnera le ton pour les futures constructions monégasques. Vous connaissez le golf traditionnel sur l'herbe. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le golf sur l'eau, un événement caritatif au profit de la Fondation Flavien pour cette première édition. Le reportage est signé Fabien Bonilla, Loris Sétour et Alexandra Paolini. Jouer au golf dans l'eau et pour la bonne cause, voici le concept de l'événement organisé au restaurant La Trégo à Cap-d'Aille en partenariat avec la boutique spécialisée One Eagle. Un apéro golf a été mis en place la semaine dernière au profit de la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques. Tous les participants qui le souhaitaient moyennant 10 € ont pu boire un verre et frapper 3 balles de golf biodégradables remplies de nourriture de poisson. L'objectif étant de faire atterrir une balle sur une cible flottante.
de synergie avec les associations, le golf et un restaurant. Ça regroupe vraiment des personnes totalement différentes et qui se retrouvent sur une même activité et qui peuvent la découvrir s'ils ne la connaissent pas déjà. Si on peut faire profiter du coup nos clients, nos amis, partager un bon moment dans une ambiance de convivialité et faire profiter surtout les associations, franchement nous on est super contents. Une soirée originale placée sous le signe de la convivialité pour une première édition au profit de la Fondation Flavien. En général c'est sur du vert alors que là on est sur du bleu et le côté ludique de la chose associé au caritatif, ça permet de faire de l'émulsion, de dire pourquoi pas. Ça donne envie, c'est plus sympa qu'un mini-golf, on va dire, en pleine ville et même sur un petit parcours de 18 trous. Là, on tape 3 balles, on boit un coup et c'est au profit des cancers pédiatriques. Après la Fondation Flavien, 2 autres soirées apéro-golf sont déjà prévues, toujours au restaurant La Trégo, le 1er août au profit de la Fondation Flojac et le 22 août pour l'association SOS Grand Bleu. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. À l'initiative de la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité, une nouvelle bibliothèque participative en libre service est désormais ouverte en gare de Monaco. Celle-ci a été réalisée dans le cadre des travaux de réaménagement du hall d'accès. Cette nouvelle Apicina bibliothèque, qui s'inscrit dans la continuité de celle installée à proximité de l'école de Fontvieille dans le jardin de l'Âne, permettra à tous ceux qui le souhaitent d'emprunter ou de déposer des ouvrages, livres, vinyles, CD ou DVD. Tout au long de l'été, le théâtre du Fort-Antoine propose des pièces originales dans un cadre enchanteur. Cette semaine, c'était au tour de la compagnie de l'Écho de présenter la pièce Le Moche de Marius von Meulenburg, une comédie contemporaine nous interrogeant sur les dictats de la beauté. Le reportage d'Émilie Rousseau. Et si vous appreniez du jour au lendemain que vous êtes terriblement laid? C'est la drôle de mésaventure qui arrive au personnage principal de la pièce de théâtre Le Moche de Marius von Meulenburg, l'histoire d'un employé modèle, Monsieur Letteux, jugé trop laid pour lancer la dernière innovation de son entreprise par son entourage, mais également par sa femme. Ce n'est pas que je te trouve moche. Mais non, la question n'est pas ce que je trouve ou ce que je ne trouve pas, mais tu es moche. Enfin, c'est une réalité. Personne ne peut penser autre chose en te voyant. Moi, ça me dépasse que tu ne le saches pas. Comment veux-tu que je le sache si personne ne me le dit? C'est flagrant, ça saute aux yeux. Présenté au théâtre du Fort-Antoine par la compagnie de l'Écho, Le Moche nous interroge sur notre société actuelle avec le diktat de l'apparence, de la beauté ou du conformisme. C'est une pièce comme ça qui évolue d'une manière assez fantastique, voire même un peu parfois comme une comédie grinçante, pratiquement farcesque, petit à petit un peu folle. On part dans une sorte de monde fou, un monde qui tourbillonne, où les comédiens, peu à peu, on ne sait plus qui est qui, puisque tout le monde se ressemble, et tout le monde finit par être la même personne. Est-ce que moi, ma femme, me reconnaîtra après? Espérons que non. Face à sa moquerie et à sa laideur soudainement mise à jour, Letteux décide alors de se faire opérer le visage, une opération qui va le faire renaître au point d'être envié par son entourage. C'est en écho avec notre société où tout le monde cherche à se ressembler, à ressembler à un modèle, d'autant plus avec la globalisation de la culture, des médias, de la télé, des modèles standards. Tout le monde cherche à avoir exactement le même style, les mêmes habits, les mêmes signes d'appartenance à tel ou tel milieu. Et là, ça va bien plus loin parce que ça vient toucher à la falsification de la nature même de l'être humain. Comment l'être humain se modifie, se falsifie pour correspondre à un modèle repéré et le plus en vue. Et à une certaine beauté, évidemment. La plupart des gens seraient heureux de vous ressembler. Mais c'est précisément ça le problème, il y en a trop. Trop de quoi? De gens que vous rendez heureux avec mon visage. Sur scène, les comédiens endossent le rôle de plusieurs personnages, amenant le spectateur à développer son imaginaire, une mise en scène et des textes rythmés qui nous font méditer sur l'élément central de la pièce, la beauté formatée ou la perte d'identité face au regard de l'autre.
Elle va se replonger dans la peau de la mégère pour 3 représentations. Il est temps pour nous de rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit d'Alessandra Tognoloni des Ballets de Monte-Carlo. Suivez-moi. Alessandra, merci de nous accueillir ici sur scène au Grimaldi Forum. C'est un peu la dernière ligne droite pour vous. Oui, c'est ça. À partir de vendredi, le public pourra revoir, apprécier de nouveau la mégère apprivoisée. Vous reprenez le rôle. Oui. Quand Jean-Christophe Maillot vous a proposé ce rôle, comment est-ce que vous l'avez pris? La mégère, c'est un rôle très important. Moi, je l'adore parce que c'est un rôle qui demande beaucoup de physicalité, de concentration, des techniques, des interprétations. Donc, c'est un rôle complet à 360 grades. Et je l'adore. C'est très dur. C'est très dur. Mais c'est vraiment un dream. Pour moi, quand je vois que j'ai fait la mégère, c'était genre... J'avais des frissons. Voilà, c'est ça. C'est génial. C'est une belle histoire d'amour. Oui. C'est ça qui vous touche peut-être, l'histoire, le fond de cette pièce? C'est une histoire d'amour et c'est une histoire que ça fait un peu rire, mais à la fin, c'est très amoureux. Et je suis trop contente de danser avec Francesco, mon partenaire, parce qu'on avait tellement de complicité que pour nous, c'est vraiment une histoire à raconter, c'est génial. C'est un personnage qui demande énormément de physique, j'imagine, parce que vous êtes quasiment sur tous les tableaux. Ouais. Est-ce que vous avez une préparation différente que pour les autres rôles? Oui, quand même, parce qu'on est tout le temps sur scène. Et donc, c'est même pas justement parce que quand on pense qu'à être tout le temps sur scène, ça demande très de physicalité, donc la musculature, toute la stamina, tout. Mais en fait, c'est aussi la concentration parce que tu joues un rôle et tu as beaucoup de gens avec toi, donc il faut que tu réagis tout le temps à tout ce qui se passe sur scène. Donc c'est un rôle qui demande beaucoup de répètes, beaucoup de concentration, même à la maison, il faut penser, ok, dans ces moments-là, il faut que je regarde elle, et je fais ça, donc c'est vraiment complet. Le public pourra vous découvrir à partir de vendredi. Oui. Cette année, on le dit chaque année, mais cette année encore, et encore plus peut-être, la compagnie a eu une saison très complète, très chargée. Oui. Vous avez fait de très beaux déplacements. Mais comment est-ce qu'on change aussi rapidement de rôle? Comment on se remet comme ça dans un personnage aussi vite? Oui, c'était une année très chargée, c'est vrai. Mais on est danseuse et on est content quand on danse beaucoup parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on avait étudié toute la vie. Donc, on est juste revenu en tournée avec 12 spectacles de lac en Australie et c'était un succès énorme pour la compagnie. On est revenu, on est tout de suite rentré dans la mégère et dans Roméo et Juliette. Il faut être un peu machine, pas penser à la fatigue, mais juste au goal, c'est ça. Et oui, donc on est retourné après 2-3 jours libres. Mais on est habitué quand même de travailler et c'est nous qui va sur scène. Donc plus on travaille, plus on se sent bien. C'est ça. Et le décollage horaire, justement, ça y joue parce que là, récemment, pour citer quelques voyages, il y a la Chine, la Corée, l'Australie. C'est vrai, le décalage horaire. Mais le décalage horaire, ça passe beaucoup plus vite quand tu as un planning à suivre. Donc, si je dois réveiller à 10h30, c'est fait. Et après une semaine, tu es déjà en forme. Là, c'est la dernière ligne droite. Oui. Après ces 3 dernières représentations, c'est quelques semaines de vacances bien méritées. Oui. Comment ça se passe des vacances de danseur? Est-ce que vous lâchez prise totalement ou non? J'imagine qu'il faut quand même se fixer des entraînements. On peut se reposer, naturellement. Il faut se reposer aussi pour le corps parce qu'il faut que les muscles ça reprenne tous. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout lâcher complètement. Et aussi, c'est bizarre parce que toutes les fois, ça se passe que j'arrive en Italie chez mon parent
Et je pense, ok, je me réveille, je fais quoi? Donc des fois, je demande à ma mère, est-ce que tu peux me faire un planning de la journée parce que j'ai besoin de savoir, ok, tu fais ça, parce que d'un coup, t'as rien à faire, donc ça fait aussi bizarre. Mais on commence quand même, après 2-3 semaines, on commence à se remettre en forme, de faire un peu de pilates, des exercices, parce que sinon, quand on revient en septembre, ça va... La rentrée va être trop difficile sinon. C'est ça, c'est ça. Alessandra, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et on vous retrouve pendant ces 3 jours ici, Oui. on le rappelle, au Grimaldi Forum pour les dernières dates de la saison des ballets de Monte-Carlo. Oui, Merci beaucoup. Merci. Et passons tout de suite à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Des prévisions au cours desquelles nous vous rappelons quelques conseils pour supporter les fortes chaleurs. Hydratez-vous, privilégiez les pièces fraîches et les sorties aux heures les moins chaudes de la journée. Évitez aussi si possible les gros efforts physiques. Jeudi, le mercure affiche dès le matin 25 degrés et atteint 31 l'après-midi. Légère baisse annoncée vendredi, baisse qui devient plus importante samedi et dimanche et qui s'accompagnera de mauvais temps. Samedi, 22 et 26 degrés, dimanche, 20 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.